Le 13 avril 2026, pendant que les délégations du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale se réunissaient à Washington pour leur rencontre de printemps, un homme prit la parole lors du forum économique Semaphore World Economy et dit quelque chose que les responsables politiques présents dans la salle n'avaient pas envie d'entendre. Cet homme s'appelle Patrick Pouyanné. Il est le PDG de Total Energy, l'une des 5 plus grandes compagnies pétrolières du monde. Et ce qu'il dit ce matin-là n'était pas une opinion, pas une projection optimiste destinée à rassurer les marchés, pas une déclaration politique calculée. C'était un avertissement technique, froid et précis, formulé par quelqu'un qui connaît le marché mondial de l'énergie mieux que quiconque dans cette salle, et peut-être mieux que quiconque en Europe. Si le blocus du détroit d'Ormuz et la guerre au Moyen-Orient durent plus de 3 mois, a-t-il déclaré, le monde occidental commencera à faire face à de sérieux problèmes d'approvisionnement en kérosène et en diesel. Les avions seront rationnés, les camions ralentiront, et les prix du pétrole, déjà sous tension depuis le début du conflit, pourraient atteindre des niveaux que personne n'a vus depuis la crise de 2008. Quelques semaines plus tôt, lors d'une analyse publiée par Bloomberg, Pouyanné avait été encore plus direct. Une crise prolongée au-delà de 3 à 4 mois, avait-il dit, pourrait devenir systémique pour l'économie mondiale. Pour comprendre pourquoi ces mots méritent d'être pris au sérieux, il faut d'abord comprendre qui est Patrick Pouyanné et pourquoi ce qu'il dit compte différemment de ce que disent la plupart des analystes et des commentateurs économiques. Né en 1963, ingénieur de formation, entré chez Total en 1990, il gravit les échelons pendant 20 ans dans des postes opérationnels au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie, avant de devenir PDG du groupe en 2014. Ce n'est pas un banquier, ce n'est pas un économiste de think tank, c'est un ingénieur pétrolier, qui a passé sa carrière à gérer des flux réels de pétrole réels, dans des conditions géopolitiques réelles. Quand il parle du détroit d'Ormuz, il ne parle pas en abstraction. Il parle de la réalité physique, des pétroliers, des raffineries, des stocks de carburant et des délais d'approvisionnement que son entreprise gère quotidiennement. Et c'est précisément parce que son avertissement est technique et non politique qu'il mérite une attention que les déclarations des ministres et des banquiers centraux ne méritent pas toujours. Pour saisir la portée de l'avertissement de Pouyanné, il faut comprendre ce qu'est le détroit d'Ormuz et pourquoi sa fermeture constitue ce que les géopoliticiens appellent un point de défaillance unique d'une vulnérabilité systémique. Le détroit d'Ormuz est une voie maritime étroite, large d'à peine 54 km à son point le plus resserré, qui sépare l'Iran au nord des Émirats arabes unis et d'Oman au sud, reliant le golfe Persique à l'océan Indien. Par ce goulot géographique transite normalement 20% de la totalité du pétrole consommé dans le monde. 20%. Chaque jour, dans des conditions normales, environ 20 et 1 million de barils de pétrole brut et de produits pétroliers franchissent ce détroit. La Chine reçoit par cette route environ un tiers de l'ensemble de son pétrole. L'Europe importe normalement la moitié de son kérosène depuis les pays du golfe Persique, dont la quasi-totalité transite par ce point. Le Japon et la Corée du Sud dépendent de cette route pour une fraction encore plus importante de leurs besoins énergétiques. Depuis le 28 février 2026, à la suite de frappes militaires conjointes des États-Unis et d'Israël contre l'Iran qui entraînèrent la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, la navigation dans ce détroit est quasi paralysée. L'Iran a bloqué le passage aux navires des nations occidentales et de leurs alliés. Les assurances maritimes ont suspendu leur couverture contre les risques de guerre pour cette zone, rendant le passage économiquement non viable pour la plupart des armateurs. Des pétroliers transportant des dizaines de millions de barils sont immobilisés dans le golfe Persique, incapables de livrer leur cargaison. Selon les analystes de S&P Global, environ 87 millions de barils s'étaient déjà accumulés sur des pétroliers immobilisés dans le golfe au début du mois de mars. Ce pétrole existe, il a été produit. Mais il ne peut pas atteindre ses destinations. Et chaque jour qui passe aggrave ce goulot d'étranglement de façon mécanique et implacable. Les stocks stratégiques que les pays occidentaux ont commencé à libérer pour combler le manque ne sont pas illimités. L'Europe dispose, selon Pouyanné lui-même, d'environ 3 mois de stock pour amortir le choc. Ce qui se passe autour du détroit d'Ormuz depuis le début du mois de mars 2026 n'est pas sans précédent dans l'histoire économique. Et c'est précisément ce que l'histoire nous permet d'analyser avec une précision que les commentateurs focalisés sur l'événement immédiat ne peuvent pas toujours offrir. Le monde a déjà vécu des chocs pétroliers majeurs, et chacun d'entre eux a laissé des traces économiques durables bien au-delà de la période de perturbation immédiate. Le premier grand choc pétrolier de 1973, déclenché par l'embargo de l'OPEP en réponse au soutien américain à Israël pendant la guerre du Kippour, fit quadrupler le prix du baril en quelques mois. Il provoqua une récession mondiale, une inflation galopante dans tous les pays importateurs de pétrole, et obligea des économies entières à repenser leurs modèles énergétiques. En France, les voitures furent interdites de circulation le dimanche. Les autoroutes devinrent silencieuses, les usines tournèrent à capacité réduite, et cet épisode dura moins d'1 an. Le deuxième choc pétrolier de 1979, déclenché par la révolution iranienne et l'interruption de la production pétrolière iranienne, fit de nouveau doubler les prix et précipita une récession mondiale dont les économistes débattent encore aujourd'hui de la profondeur et de la durée des effets.
L'Iran de 1979 produisait alors environ 6 millions de barils par jour, soit une fraction de ce que représente aujourd'hui le trafic total du détroit d'Ormuz. Ce qui est en jeu en 2026 est d'une ampleur structurellement différente et potentiellement bien plus sévère. Le choc pétrolier de 2008, qui vit le baril de Brent atteindre $147 en juillet de cette année, fut en partie alimenté par des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, mais surtout par une spéculation financière massive et une demande chinoise qui explosait. Il contribua à fragiliser une économie mondiale déjà sous tension, avant que la crise financière de septembre 2008 ne produise son propre effondrement. Ce que chacun de ces épisodes enseigne avec une régularité remarquable, c'est que les chocs pétroliers ne restent jamais confinés au seul secteur énergétique. Ils se propagent à l'ensemble de l'économie par des canaux multiples et souvent sous-estimés. L'énergie est un input dans la production de pratiquement tous les biens et services. Quand son prix monte fortement, les coûts de production augmentent dans tous les secteurs, réduisant les marges des entreprises, alimentant l'inflation, comprimant le pouvoir d'achat des ménages et ralentissant la croissance. Et quand le choc est suffisamment brutal et prolongé, il peut déclencher une récession généralisée bien au-delà du seul secteur énergétique. Les marchés financiers, avec leur tendance structurelle à actualiser l'information disponible de façon progressive, plutôt que d'anticiper les ruptures, ont commencé à intégrer le scénario d'un pétrole à $150. La banque Barclays, dans une analyse publiée en mars 2026, estimait à 10% la probabilité que le Brent atteigne $150 avant la fin du mois. Ce chiffre peut sembler faible, mais dans le monde de la gestion des risques financiers, une probabilité de 10% sur un événement cataclysmique est une probabilité qui justifie des couvertures, des réallocations et des repositionnements massifs. Et les analystes de Bloomberg interrogés dans la même période commençaient à modéliser des scénarios à $200 le baril, un niveau jamais atteint en valeur nominale dans l'histoire des marchés pétroliers. Pour comprendre comment on arrive à $150 ou davantage, il suffit de comprendre la mécanique de l'offre et de la demande pétrolière. Le pétrole est l'une des matières premières dont l'élasticité prix de la demande à court terme est la plus faible de toute l'économie mondiale. On ne renonce pas immédiatement à chauffer son appartement, à faire le plein de sa voiture ou à prendre l'avion parce que le prix de l'énergie a augmenté. On continue à consommer, en absorbant la hausse par une réduction de la consommation dans d'autres postes, jusqu'à ce que le prix atteigne un niveau suffisamment douloureux pour modifier les comportements. Cela signifie qu'une réduction significative de l'offre disponible sur les marchés mondiaux, comme celle que provoque la fermeture partielle du détroit d'Ormuz, peut produire des hausses de prix spectaculaires avant même que la demande ne commence à s'ajuster. Si 11 millions de barils par jour, soit le volume que représenterait une fermeture totale du détroit selon les estimations de la crise actuelle, disparaissait durablement du marché mondial, l'économie pétrolière mondiale entrerait dans un déficit d'offre d'une magnitude qu'elle n'a jamais connue dans toute son histoire moderne. Les stocks stratégiques peuvent combler ce déficit pendant quelques semaines ou quelques mois. Pas davantage. Et quand ces stocks s'épuisent, les prix ne montent pas linéairement. Ils s'emballent. Il y a quelque chose d'important dans les déclarations de Patrick Pouyanné, que la plupart des comptes rendus médiatiques ont omis ou minimisé, et qui mérite d'être exposé avec précision. Pouyanné ne dit pas que le prix du pétrole va nécessairement atteindre $150. Il dit quelque chose de plus nuancé et de plus important. Il dit que le facteur déterminant n'est pas le prix mais la durée. Si le blocus dure moins de 3 mois, les stocks stratégiques des pays occidentaux permettent d'amortir le choc sans rupture d'approvisionnement physique. Si le blocus dure plus de 3 mois, on bascule dans un régime différent, celui de la pénurie physique réelle, de la concurrence pour des volumes insuffisants, du rationnement potentiel de certains produits comme le kérosène et du diesel, et des prix qui ne reflètent plus simplement la tension sur les marchés à terme, mais la réalité d'une insuffisance d'offres physiques par rapport à la demande. C'est ce basculement vers la pénurie physique que Pouyanné appelle le risque systémique. Et c'est ce risque systémique qui justifie son insistance sur la nécessité de rouvrir le détroit d'Ormuz à tout prix, y compris en acceptant de payer une compensation à l'Iran pour faciliter la réouverture. Pour lui, le péage, même illégal, est préférable au blocus. Ce que cette analyse révèle de plus intéressant d'un point de vue historique et économique, c'est la différence fondamentale entre une crise de prix et une crise d'approvisionnement physique. Les crises de prix, comme celle de 2008, sont douloureuses mais absorbables par des économies développées qui disposent des mécanismes financiers pour redistribuer les coûts. Les crises d'approvisionnement physique, où certains biens essentiels ne sont tout simplement plus disponibles à n'importe quel prix dans certaines régions, sont d'une nature qualitativement différente. Elles perturbent les chaînes de production industrielles qui ne peuvent pas fonctionner sans diesel. Elles immobilisent les avions qui ne peuvent pas voler sans kérosène. Elles créent des ruptures dans les systèmes logistiques, dont dépend l'approvisionnement alimentaire des populations urbaines. La question pratique que l'histoire économique des grands chocs pétroliers nous permet de poser est la suivante. Que firent ceux qui préservèrent leur patrimoine et leur niveau de vie pendant les crises énergétiques précédentes? Quelles décisions prises avant l'aggravation de la crise firent la différence entre ceux qui traversèrent la tempête et ceux qu'elle emporta? La première réponse que l'histoire apporte est celle de la réduction de l'exposition directe au risque énergétique. Pendant le choc de 1973, les ménages qui avaient investi dans l'isolation de leurs habitations, qui avaient réduit leur dépendance à la voiture individuelle,
qui avaient anticipé la hausse des coûts énergétiques en adoptant des modes de chauffage alternatifs, furent ceux qui subirent le moins les effets directs de la flambée des prix. Ce n'était pas une stratégie sophistiquée. C'était simplement une réduction de la vulnérabilité aux fluctuations d'un input dont ils ne contrôlaient ni le prix ni la disponibilité. Cette logique reste parfaitement applicable en 2026. La réduction de la consommation d'énergie fossile, par des investissements dans l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables locales ou la mobilité alternative, constitue une couverture contre le risque de choc pétrolier que n'importe quel ménage peut mettre en œuvre à sa propre échelle. La deuxième réponse est celle de la diversification sectorielle du patrimoine financier en anticipation d'un régime inflationniste. Les chocs pétroliers produisent invariablement de l'inflation, parce que l'énergie est un coût de production dans pratiquement tous les secteurs économiques. Dans un contexte inflationniste, les actifs qui préservent le mieux leur valeur réelle sont historiquement ceux dont la valeur est ancrée dans la réalité physique, plutôt que dans des conventions monétaires. L'or, comme nous l'avons examiné dans d'autres épisodes de ce canal, a joué ce rôle de préservation de valeur dans tous les grands épisodes inflationnistes du XXe siècle. L'immobilier physique, l'énergie elle-même à travers des actions de société du secteur, les matières premières agricoles dont la valeur monte mécaniquement quand les coûts de production et de transport s'envolent, tous ces actifs présentent des caractéristiques qui les rendent structurellement plus résistants aux chocs inflationnistes que les obligations à taux fixe ou les liquidités en monnaie fiduciaire. Les actions des grandes compagnies pétrolières intégrées comme Total Energy elles-mêmes présentent par définition une corrélation positive avec le prix du pétrole. Quand le prix monte, leurs revenus montent avec lui. Ce n'est pas une recommandation d'investissement, c'est une observation historique sur la relation entre les prix de l'énergie et la valeur des entreprises du secteur. La troisième réponse, peut-être la plus contre-intuitive, mais la plus solidement validée par l'histoire des chocs pétroliers, est celle de l'anticipation sur les implications secondaires de la crise énergétique. Un choc pétrolier ne détruit pas seulement le pouvoir d'achat directement par la hausse du prix de l'essence et du chauffage. Il perturbe les chaînes d'approvisionnement industriel et alimentaire, dont les coûts de transport s'envolent. Il fragilise les entreprises dont les marges sont structurellement sensibles aux coûts énergétiques. Il pèse sur la croissance économique globale et peut déclencher une récession qui déprécie les actifs financiers dans des secteurs apparemment sans lien direct avec l'énergie. L'investisseur qui avait compris en 1973 que le choc pétrolier allait ralentir l'économie américaine et fragiliser les entreprises à forte intensité énergétique avait un avantage considérable sur celui qui regardait uniquement le prix du baril, sans en mesurer les implications en cascade sur l'ensemble de l'économie. Patrick Pouyanné n'est pas un prophète de malheur. Il n'est pas un spéculateur qui aurait intérêt à amplifier les craintes pour faire monter le cours du pétrole à court terme. Il est le dirigeant d'une entreprise dont le modèle économique à long terme dépend précisément d'une stabilité des marchés énergétiques qui permet d'investir dans des projets dont le retour sur investissement se mesure en décennies. Quand un homme dans cette position prend la parole dans une conférence internationale au FMI et dit que nous sommes à 3 mois d'une crise systémique, ce n'est pas un effet de manche. C'est une évaluation technique fondée sur une connaissance du système énergétique mondial que très peu d'individus au monde possèdent à ce niveau de détail. L'histoire économique des 2 derniers siècles enseigne une leçon que l'abondance et la sophistication des systèmes modernes tendent à faire oublier. Les ressources énergétiques ne sont pas des actifs financiers abstraits dont le flux peut être modifié par décret ou par politique monétaire. Ce sont des flux physiques, des barils de pétrole qui doivent être extraits, transportés, raffinés et distribués à travers des infrastructures géographiquement localisées et vulnérables aux perturbations géopolitiques. Quand ces flux physiques sont interrompus, la sophistication financière de l'économie mondiale n'y change rien. Les avions ont besoin de kérosène physique, pas de kérosène virtuel. Les camions ont besoin de diesel réel, pas de diesel financier. Et quand le kérosène et le diesel ne sont plus disponibles en quantité suffisante, l'économie la plus avancée du monde se retrouve confrontée à des contraintes que ses ancêtres des siècles précédents auraient parfaitement reconnues. L'avertissement de Pouyanné n'est pas nouveau dans sa structure. Il est la répétition, dans un contexte contemporain, d'une leçon aussi ancienne que la dépendance des sociétés humaines à des ressources dont elles ne contrôlent pas entièrement l'approvisionnement. La nouveauté, c'est l'échelle. Et l'échelle, en 2026, est mondiale.